Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Projet Libre. Certains d'entre vous vont peut-être trouver que le son ressemble au son de l'émission Libre à vous. Eh bien, c'est normal parce qu'aujourd'hui, pour le deuxième épisode sur l'April, nous sommes dans les locaux de Radio Cause Commune. Nous sommes le 25 août 2025. Il y a Fred Couchet qui est à la réalisation. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, donc deuxième épisode sur l'histoire de l'April, sur lequel on va parler plus précisément de l'April aujourd'hui, j'ai avec moi 3 invités. J'ai donc Magali Garnero, alias Bouquinette, qui est présidente de l'April. Salut Walid. Salut. J'ai Étienne Gonu, qui est chargé de mission Affaires publiques. Salut. Et Laurent Costi, qui est vice-président de l'April. Bonjour Walid. Eh ben, merci à vous d'être là, dans vos locaux. Aujourd'hui, c'est plutôt moi qui suis invité dans votre studio d'enregistrement. C'est super, on va pouvoir parler après le premier épisode qu'on a fait avec Fred Couchet et Jeanne Tadeuse, l'épisode 3 de la saison 16, qui est sorti le 30 juin, que je vous invite à réécouter si vous voulez en savoir plus. Si vous ne l'avez pas écouté avant, peut-être que ça vous donnera un éclairage nouveau sur la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'April à l'heure actuelle, des grandes missions, des défis, de comment l'April s'insère dans tout l'écosystème du libre en France. Et pour commencer, je vais vous demander à tous de vous présenter et de nous dire comment est-ce que vous avez découvert le logiciel libre. Magali, je te laisse la parole, à toi l'honneur. Alors, me présenter, Bouquinette. J'ai découvert le logiciel libre parce que j'ai rencontré un geek qui m'a présenté LibreOffice et j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir un logiciel aussi efficace dans lequel je pouvais être actrice en demandant des modifications ou en refaisant des remontées de bugs. Puis il m'a fait découvrir Inkscape, et puis après Firefox. Et puis, en fait, je me suis totalement sentie à ma place dans ce monde de logiciels libres. Et parallèlement, je suis une petite libraire parisienne et je suis présidente de l'April depuis quasiment 2 ans. 3 ans. Ça fera 3 ans en novembre. Ça passe vite. Ça passe très vite. 3 belles années, c'est pour ça, quand on s'amuse, le temps file. Ah, merci. Étienne. Donc moi je m'appelle Étienne Gonu, donc je suis un des salariés de l'April, comme tu vois, je suis chargé de mission Affaires publiques, en termes moins techniques, on va dire, je m'occupe du plaidoyer politique pour l'association. Moi, ma rencontre avec le libre, elle est assez concomitante avec ma rencontre avec l'April. Pour faire très vite, moi j'ai fait d'abord des études de droit, et je me suis spécialisé un peu plus tard en droit du numérique. Alors, je disais études de droit, ce qui m'intéressait aux études de droit, c'était plutôt les libertés fondamentales, notamment. Et quand j'ai repris mes études en droit du numérique, cette appétence était toujours là. Là, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au logiciel libre, même si c'était pas forcément le premier angle que j'abordais dans mes réflexions pendant mes études. Et puis à la fin de mes études, j'ai dû chercher du travail. Il faut bien payer ses charges. Et donc, c'est en arrivant à l'April que j'ai pu affiner, on va dire, ma compréhension du logiciel libre. Et puis ça faisait écho, avec mes réflexions plus largement politiques, etc., sur la liberté fondamentale. Et j'ai immédiatement été convaincu de la nécessité de ce combat. T'es arrivé en quelle année, l'April ? En 2016, en janvier 2016, donc bientôt 10 ans. Ouais, faut qu'on note, faut pas qu'on oublie, janvier 2016. Et t'es arrivé parce que t'as vu une offre d'emploi ou comment ça s'est passé ? Oui, c'est ça, ouais. Okay. Je cherchais... Alors moi, j'étais dans cette situation difficile où je me voyais mal travailler dans une entreprise ou dans ces logiques-là. Et donc, quand on cherche un travail qui soit en écho avec ses convictions, on va dire, c'est plutôt un champ restreint. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu cette offre d'emploi, je connaissais très peu l'April. Je connaissais le nom parce que ça faisait partie, effectivement, quand on commence un petit peu à connaître le logiciel libre, on voit vite le nom de l'April apparaître. Et je n'ai jamais autant préparé un entretien d'embauche. Donc j'étais très heureux de commencer à travailler à l'April et comme ça fait presque 10 ans, on peut dire que je regrette pas ce choix et je suis toujours content d'y travailler. Et Laurent, de ton côté ? Donc Laurent Costi, moi je suis vice-président de l'April, alors je sais plus trop depuis combien de temps. Désolé, c'est vrai que je compte pas plus trop. Que 10 ans en tout cas, parce que t'étais déjà là quand je suis arrivé. Ah non, j'étais pas vice-président. T'étais pas vice-président. Vice-président. Oui, alors après, effectivement, je suis au conseil d'administration peut-être depuis 10 ans environ, à peu près. Comment j'ai croisé le libre ? Alors moi, je travaillais dans une association qui s'appelle Planète Science, qui fait la promotion de la culture scientifique et technique auprès des jeunes.
Donc j'avais cette sensibilité un peu autour des questions techniques, du numérique. Et le jour où j'ai vraiment dit qu'il fallait faire quelque chose, c'est alors qu'on utilisait un logiciel de comptabilité privateur, on n'avait pas payé le support, parce qu'on était une association qu'on n'avait pas forcément les moyens ou qu'on n'avait pas envie, et on nous a demandé de payer pour qu'on puisse répondre à une des questions qu'on avait sur l'usage du logiciel. Et là, je me suis dit que le modèle était quand même vraiment tarabiscoté. Si à chaque fois qu'on posait une question, il fallait payer, c'était quand même un peu bizarre. Et comme en parallèle, je commençais à entendre parler du libre, j'ai vraiment creusé cette voie-là, qui me semblait quand même être très facilitante pour la circulation de l'information. Voilà. Et ce à quoi je suis attaché, évidemment. Ok. T'as un passé technique, t'as quoi comme passé Alors, j'ai pas du tout de passé informaticien. Je me défends d'être informaticien. Alors, évidemment, avec le temps, on finit par acquérir des compétences et puis à pouvoir administrer un petit GNU Linux sur son ordinateur. Mais non, je me défends en général de pas être technicien, justement pour être à la frontière entre les gens qui ne connaissent pas et puis les gens qui connaissent, pour être capable de faire le lien entre les deux. C'est vraiment là que je me situe le mieux pour faire des ponts, en fait. Voilà. Et je pense, du coup, on est tous les trois, effectivement. Aucun de nous n'est informaticien ou informaticienne, et je pense que ça représente bien aussi l'April de ce point de vue-là. Et le sens de notre combat, d'ailleurs. Ouais, justement, c'est intéressant que vous ne veniez pas du monde de l'informatique. Tout à fait, ouais. Ok, merci pour les présentations. C'est très rigolo et j'ai l'impression d'écouter un épisode libre à vous, sauf que... Pour moi, c'est amusant. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être à l'animation que... Voilà. C'est assez reposant d'être juste invité. Ouais. C'est génial. Donc, si on parle de l'April aujourd'hui, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est l'April. De qui est composé l'April ? Combien de salariés ? Combien d'adhérents vous avez ? Combien de personnes sont bénévoles et vous aident ? Alors, je vais commencer et puis je vais essayer en même temps d'avoir le chiffre exact des adhérents. Déjà, c'est simple pour les salariés. On a 4 salariés, dont une qui n'est pas à plein temps. Je ne sais pas combien d'heures elle fait par semaine, mais elle fait un travail extraordinaire. Donc, on a Frédéric Couchet, qui est fondateur, que vous avez entendu dans le premier épisode que tu as fait le 30 juin. C'est ça que tu disais, qui est sorti le 30 juin, voilà. Tout à fait. Nous avons Étienne qui est à nos côtés. Nous avons aussi Isabella Vanni, qui est une personne extraordinaire que j'adore, et c'est pas parce que j'ai passé le week-end avec elle que je dis ça, mais voilà, qui s'occupe de énormément de choses, et Elsa qui s'occupe de tout ce qui est adhérent et un peu tout ce qui est administratif. Donc voilà, 4 salariés, 4 belles personnes, comme j'aime le dire, qui travaillent pour l'April depuis pas mal de temps, parce que même Elsa, je pense qu'elle est là depuis plus de 5 ans. Voilà, donc vraiment, on aime nos salariés, on les chouchoute et on fait tout pour que ça se passe bien. Ensuite, au niveau des adhérents, alors j'essaie de voir, c'est bon, je tombais sur la lettre d'information publique de l'April qui devrait être à jour logiquement. C'est autour de 2700 membres à jour de mémoire. Voilà. Écoute, personnes morales et personnes physiques incluses. Ouais. J'ai pas les personnes physiques, mais je vois plus de 200 entreprises et associations. C'est amusant. J'étais persuadée que sur la lettre d'info, on aurait les chiffres exacts. C'est dans la page d'accueil de l'April tout en haut. Désolée, la présidente, elle connaît pas ces chiffres par cœur. Et effectivement, je vois 2728 membres, 2454 personnes physiques, 274 entreprises, associations et collectivités. Même si je trouve qu'il y a de moins en moins de collectivités, mais ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai plus tard. Voilà. Et tu avais posé une autre question. Alors, quelle est la place des bénévoles et combien de personnes vous avez Alors, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais compté notre nombre de bénévoles, puisque la plupart sont des bénévoles qui vont être soit très actifs physiquement, genre les bénévoles du Chapril, qui vont animer des services en ligne proposés au grand public et aux membres. Donc là, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont très nombreux, ils doivent être plus de 15, quelque chose comme ça. Il y a tous les bénévoles qui vont tenir les stands. Et là, pareil, je serais incapable de dire combien ils sont, mais imaginons 2-3 bénévoles par ville où il y a des stands d'April. Donc ça fait déjà pas mal. Il y a aussi tous les bénévoles qui vont participer aux mailing lists comme ateliers, comme sensibilisation. Et là, je crois même qu'on les a jamais comptés. On va dire, il y a Laurent qui lève la main. Oui, ce qu'on peut peut-être dire sur le bénévolat, c'est que depuis très longtemps, l'April comptabilise le temps bénévole
des gens. Alors c'est volontaire, hein, c'est-à-dire qu'on encourage les bénévoles à déclarer les heures qu'ils ou elles font pour l'April, et finalement on le retranscrit dans le compte-rendu d'activité chaque année. Donc on peut voir le nombre d'heures qui a été consacré. Et alors je l'ai pas en tête, j'étais en train de le rechercher sur le dernier compte-rendu d'activité, mais néanmoins on peut avoir cette visibilité-là et on peut appréhender ce que ça représente en termes de temps. Alors on n'est pas obligé de traduire ça forcément en financier, même si on s'est posé des critères. Je crois qu'il y a 3 niveaux finalement de compétences, on va dire, pour valoriser, puisque les comptables aiment bien transformer ça en argent. Mais ça permet d'avoir une visibilité, surtout d'année en année, de voir l'évolution et puis de mesurer, grosso modo, le temps que ça représente, le temps de bénévolat de l'association. Ce qui est extrêmement important pour l'April. Et d'ailleurs, en termes d'évolution, vous avez plus de bénévolat, moins de bénévolat, est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est en dents de scie? Comment ça? Alors, je suis revenu de vacances hier, donc j'ai pas préparé la réponse à cette question. Je suis vraiment désolé. Non, peut-être ce qu'on peut dire, effectivement, parce que je voulais compléter ce que tu as mentionné, atelier. Alors, atelier, c'est une liste de discussion où on discute notamment des sujets institutionnels. D'ailleurs, c'est la seule liste qui est réservée aux membres. Donc, si vous pouvez contribuer à l'April sans être adhérent, d'ailleurs, c'est 2 choses. On peut être bénévole sans être adhérent. Il y a plein d'exemples. Donc voilà, c'est pour cette précision. Donc on a des listes de travail, sensibilisation, ça je pense que ça parle de soi-même. On a une liste traduction, différentes thématiques, soit plus de discussion, soit plus éducation. Alors il y a moins d'action, mais il y a beaucoup de stimulation entre des membres qui sont liés au métier de l'éducation, ou qui s'intéressent, sans être forcément du métier d'ailleurs, qui s'intéressent à ce sujet-là, qui peuvent relayer des informations, échanger sur les enjeux. On a quand même ce qui marque, je pense et on a 2 actions en particulier qui sont plus ou moins récentes. Tu as mentionné Libre à vous. Et on a également le Chapril qui s'inscrit dans la continuité du travail du collectif Chaton de Framasoft. La particularité, c'est c'est vraiment des projets presque à part entière. Alors, ils sont très liés à l'April, mais qui nous permettent aussi de mobiliser des bénévoles sur des choses concrètes. Alors, je sais plus, il y a au moins une 20aine de personnes au Chapril. Je pense que Libre à vous, sur différents métiers, entre guillemets, sur la régie, le traitement des podcasts, la participation en studio, on mobilise au moins une 20aine de personnes bénévoles. Et donc ça c'est peut-être aussi une évolution. Après, il y a des bénévoles ponctuels et des bénévoles réguliers. Je pense qu'on n'aurait aucune difficulté à monter jusqu'à 100, mais sachant que c'est pas le même niveau d'implication pour chaque bénévole. Ok. Pour le collectif Chaton, je vous invite à écouter les épisodes sur l'histoire de Framasoft. On est revenu plusieurs fois sur l'histoire des chatons, sur ce que c'est. Vas-y Laurence. J'ai retrouvé les chiffres, alors pour 2023, pas pour 2024, j'ai pas le PDF de 2024, mais pour 2023, il y avait 2600 heures de bénévolat pour l'April. Voilà. Ça donne une indication. Ah ouais. Ok. Ce que tu posais, alors après je veux pas forcer d'avancer, mais tu parlais aussi de la question salariée. Moi c'est vrai que je suis un des salariés de l'association. Alors je voulais aussi noter, parce que c'est vrai que Bouki, c'est la présidente, donc c'est un peu la patronne, c'est une de nos patronnes. Alors oui, et noter que Fred, c'est pas sa fonction de fondateur, même s'il l'est historiquement, il est délégué général. Moi, ce que j'allais dire, t'es ma patronne, mais c'est vrai que j'ai 2, on va dire. Patron, c'est Fred. Par rapport aux salariés. Quoi qu'il en soit, quand Bouki dit qu'on est une super équipe, etc., elle le parle avec une distance. Moi, je peux le dire en tant que salarié qu'effectivement, alors je me l'étais pas noté avant, mais je tiens justement à lire que c'est vrai que c'est une association, c'est pour ça que ça fait bientôt 10 ans. Moi, je suis attaché de manière générale, en dehors de mon cas particulier, à l'importance des conditions de travail. On sait que dans beaucoup d'associations, je cherche pas à en nommer ou à shamer, ou à blâmer aucune association en particulier, parce que on a des objectifs importants, on a des moyens réduits, la capacité à verser des salaires, etc. Je trouve qu'à l'April a cette force quand même d'être très vigilante aux conditions de travail. C'est très appréciable. Voilà. On se fait confiance, on est écouté, on discute entre nous, on a nos postes, mais on s'entraide aussi beaucoup sur des sujets. On peut discuter. Il y a une vigilance au sein des salariés du bien-être les uns les unes des autres, mais on sent qu'on a le soutien et que s'il y a besoin, on peut s'appuyer sur le conseil d'administration. Et du coup, j'ouvre des tiroirs parce qu'ils me viennent, mais c'est vrai que c'est un aspect aussi intéressant, je pense, du fonctionnement. Il y a donc à la présidente, vice-président, il y a alors j'ai un blanc sur le nombre de membres élus du conseil d'administration. On pourra creuser si tu veux sur comment est élu. Et il y a ce qu'on appelle, donc il y a le conseil d'administration, il y a le conseil d'administration étendu qui inclut les salariés. Et à part sur des sujets très précis qui ne relèvent que de la discussion, on dirait champ de compétences du CA-élu, les salariés, on participe. Il y a 2 week-ends de travail par an du CA étendu. Et donc on participe aux discussions, on participe aux échanges et on est inclus dans l'évolution de l'April et dans les perspectives de l'April, etc. Donc ce qui participe au fait en tant que salarié à se sentir pleinement membre de l'April, même si on a un statut particulier, on n'est pas bénévole, quoi. Ça marche, très bien. On a évoqué Libre à vous. Il y aura un autre épisode dans lequel on parlera plus spécifiquement de certaines actions
dont Libre à vous, et en particulier aussi la partie transcription. Donc voilà, donc on va pas forcément aller plus loin là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous redonner, même si on les a abordés dans l'épisode 1, les grandes missions à l'heure actuelle de l'April? Je vais résumer ça hyper rapidement, faire la promotion et la défense du logiciel libre. C'est à peu près ce qu'on fait depuis 1996 et on continue. Alors maintenant, peut-être que les outils, les moyens ont changé, mais nos grandes missions, c'est toujours celle-là, quoi. Faire connaître les logiciels libres aux personnes qui ne le connaissent pas encore, et puis surtout empêcher les élus et les institutions de passer des lois qui iront à l'encontre de nos logiciels chéris, mais logiciels ou services en ligne, enfin bref, de notre toute communauté libriste. Sinon, non, pour prendre Vas-y, rentre dans les détails. Non, mais c'est pas tant de rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est promouvoir et défendre. Et de base, on a 2 champs d'action, c'est la sensibilisation grand public et l'action de plaidoyer auprès des décideurs publics. Ce dont relève mon poste, c'est-à-dire essayer d'influer de manière à ce que le contexte politique, économique, social soit le plus favorable possible au logiciel libre. Donc ça va être aller au contact des décideurs publics, élus ou juste l'administration. On fait aussi de la promotion en termes d'action publique. C'est pas que pour les empêcher, même si ça arrive, qu'il y a des décisions ou des propositions, projets de loi qui nous semblent aller à l'encontre de ce qu'on défend. Donc là, on intervient avec nos arguments, avec différents outils qui peuvent être à nos dispositions. Mais parfois aussi, on voit des opportunités. Donc ça peut être aussi dans de l'action positive, même si c'est parfois difficile parce que comme dans beaucoup d'associations militantes, on a plus parfois sur la défensive, mais on essaye aussi d'être dans du proactif quand on peut. Tu peux donner un exemple justement de promotion dans le cadre institutionnel? Depuis, je sais plus, au moins sans doute depuis le début, mais en tout cas, on défend une priorité au logiciel libre, donc priorité au niveau des individus, donc ça c'est l'aspect grand public, mais aussi une priorité dans les administrations, une priorité au logiciel libre et au format ouvert, ça fait partie complètement de l'équation. Alors il n'y a pas si souvent des opportunités de le défendre. Le dernier grand exemple a été en 2016, il y avait une loi République numérique, où on a pu proposer et faire porter une proposition d'écriture dans la loi d'une priorité au logiciel libre dans les administrations. Alors, ça n'a pas abouti. Il y a un encouragement au logiciel libre qui a été inscrit dans la loi, mais ça n'a pas ce qu'on appelle une portée normative, c'est pas contraignant, donc bon. Mais en tout cas, ce qui a été intéressant, et ça aussi qu'il faut avoir en tête quand on est dans ce genre de militantisme, qu'on défend ce genre de choses, c'est pas 0 ou 1. Petit à petit. Et donc, je le dis parce que dans ces cadres de cette loi, il y a eu plus d'1 heure de débat sur la place du logiciel libre dans les administrations. Et on voit, après les années, ça progresse. Alors, jamais assez vite selon notre goût. Donc ça, c'est le genre d'action qu'on essaie d'avoir positif. Donc, on peut l'amener à différents genres. Typiquement, la Cour des comptes, depuis quelques années, 2, 3, 4 ans, fait une consultation publique pour qu'on puisse proposer des champs de contrôle, des exercices des missions de contrôle. Là, on a proposé qu'il y ait un audit qui soit fait sur les dépenses logicielles dans la perspective de cette priorité logicielle libre pour faire un peu la lumière sur la situation. Donc voilà, on va utiliser différents leviers à notre disposition à différentes échelles pour essayer de porter cette idée. Donc ça, c'est plutôt une démarche, on va dire, proactive et d'essayer d'avoir une influence positive. Magali, tu voulais intervenir? Oui, ça m'est arrivé de participer à des événements, dont un en particulier qui s'appelait Le numérique, c'est politique, qui a eu lieu en mars 2025. Et où j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs élus de Malakoff et donc d'échanger, de parler de logiciels libres avec eux. Donc c'est pas une action, on va dire, officielle de l'April, mais c'est un moyen de faire de la promotion aux collectivités, aux élus politiques, de manière douce et positive. Ok. Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou... Ah bah oui, j'ai retrouvé le chiffre que tu me demandais, la comparaison. Alors déjà 2023-2024, on a perdu 100 heures de bénévolat. Mais ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que ça équivaut à 1,6 équivalent temps plein. C'est comme si on avait une personne et demie en plus à l'April. Et donc, c'est sur 4, on imagine bien ce que ça représente comme temps de travail. C'est vital pour l'April. Et on remercie tous les bénévoles qui s'engagent pour l'April. J'en profite. Sachant que la plupart mettent pas leur bénévolat à jour. Voilà, donc imaginez plus, quoi. La variation va être aussi liée au fait qu'on a plus ou moins relancé les gens en leur rappelant d'inscrire leur bénévolat, quoi, bien sûr. Ok, c'est un sujet qu'on aborde aussi dans l'épisode 1. Cette aide sur certains sujets, par exemple en particulier, on avait parlé de certains sujets sur lesquels il avait fallu des compétences pour aider Jeanne, par exemple, et sur lesquels certains bénévoles avaient passé beaucoup de temps aussi à éplucher certains documents, à aider à faire des réponses, etc., etc. Voilà. Ok, très bien. L'autre question qui me vient en tête, c'est on a un écosystème français du logiciel libre qui est composé d'acteurs divers, des personnes, des individuels, des associations comme l'April, des entreprises, etc. Comment vous voyez la place de l'April, qui est, je pense, l'association qui a été créée la première,
dans tout cet écosystème et avec qui vous interagissez. Qui veut commencer? Laurent? Je dirais que l'association peut-être avec laquelle on a le plus d'échanges, mais peut-être aussi par la place de notre présidente, c'est peut-être avec Framasoft. On est assez complémentaires finalement dans le paysage. Framasoft n'est pas né longtemps après l'April, je crois que c'est 2002, je dis peut-être une bêtise, qui confirmera. C'est de cet ordre-là et l'April 96. Et il y a une répartition des rôles qui est assez intéressante, ce qui fait que finalement on échange assez régulièrement. D'abord on se croise sur les événements. On fait parfois des stands en commun. Donc c'est clair que avec Framasoft, on est plutôt assez complémentaires et assez en lien pour être le plus complémentaire possible. Voilà, pour répondre aux plus grands besoins. Voilà, je sais pas. Après, je peux passer la parole à d'autres. Il y a d'autres associations où, comment dire, c'est aussi des gens qui étaient autour de l'April, qui ont créé d'autres structures. Je crois que, alors je connais pas bien l'histoire de la Quadrature du Net, mais il me semble bien que Jérémy Zimmerman, qui militait au sein de l'April, a fait partie des initiateurs de la Quadrature. Enfin voilà, il y a des structures qui fait que on a des liens soit historiques, soit régulièrement. Puis après, ça c'est en fonction du temps, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on perd un peu le contact en fonction peut-être des salariés, de l'état de la structure, et puis ça revient, et puis on renoue des liens. Ça peut être pour une opération ponctuelle, où on va trouver une alliance sur une opération. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. Dans les autres contacts, je voudrais parler de tous les GUL, alors les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, qui font énormément de choses, chacun du point de vue local, et avec lequel on essaye de garder contact et de faire des rencontres, si possible, de relayer des actions. Eux-mêmes relaient souvent les actions de l'April. Je rectifie, l'April n'est pas l'association française la plus vieille. Je l'ai rencontré, c'est Infini, qui est né 1 an avant nous, et avec qui j'étais ce week-end pour l'événement Passage en Sterne. Donc voilà, on n'est pas la plus vieille. Bon, on est arrivé pas très loin après, quoi, mais on nous a un peu volé cette place-là. Et dans les associations avec lesquelles on interagit énormément, je voulais citer linuxfr.org, qui est une sorte de média en ligne qui raconte tout ce qui est actualité, mais qui associe la parole aux gens, et sur lequel nous publions énormément de nos actualités. Et ça aussi, je publie mon tour d'aiguille. Enfin bref, voilà, pour moi, c'est pas forcément une grosse association, mais elle a un pouvoir des relations. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, elle est incontournable pour moi. Très bien. Sur ce sujet-là, je vous encourage à aller écouter l'épisode sur LinuxFR. On a fait aussi un épisode dessus dans lequel il y a plus d'informations pour mieux connaître LinuxFR. Peut-être sur un aspect, je pense que c'est aussi un des aspects de la réponse à ta question, sur l'aspect plus institutionnel, nos actions. Et je vais rejoindre Laurent sur l'aspect complémentaire, avec Framasoft déjà. Framasoft, alors c'est une d'éducation populaire, enfin je vais pas la présenter, hein. Tu me dis, voilà, je pense que l'auditorat de Projet Libre connaît bien, mais en tout cas, qui a fait notamment par des googlisons, etc., la démonstration, on va dire, concrète, matérielle, que le libre fonctionne. Et clairement, quand on fait du plaidoyer politique et qu'on va à la rencontre de personnes qui peuvent plus ou moins connaître le logiciel libre, pouvoir s'appuyer sur ces démonstrations concrètes que c'est possible, ça existe, ça change, ça donne du corps. En fait, ça montre que ce qu'on défend s'inscrit dans le réel, que c'est pas juste un truc un peu éthéré. Ça existe, c'est possible, et ça coûte pas forcément des milliards. Non, et puis voilà, après sur le fonctionnement, c'est une question d'investissement, voilà, ça peut coûter, mais ce qui coûte, en fait, c'est on le garde. C'est pas juste de l'argent qu'on envoie en Irlande pour que des entreprises américaines puissent optimiser leur niveau d'impôt. Bref. Après, donc ça, c'est une forme de complémentarité. Et après, il y a d'autres associations, et Laurent mentionnait par exemple la Quadrature du Net, qui ont aussi une approche, on va dire, d'action politique plaidoyer. Avec leur cœur de compétences, nous, notre cœur de compétences, c'est vraiment plus fondamentalement le logiciel libre autour de cette idée de priorité. On a des petits moyens, comme la plupart des assos, même Framasoft, en réalité, par rapport à ce qu'ils font, ont des petits moyens. Donc l'April, on n'est que 4 salariés, un temps plein dédié au sujet d'action institutionnelle. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec nos moyens, on doit décider, on doit trancher parfois sur des sujets, on peut pas intervenir partout. Et c'est là aussi, il y a une forme de complémentarité. On sait que voilà, la Quadrature du Net, alors au début c'était très droit d'auteur, maintenant ils ont une vraie compétence sur les sujets de surveillance, de surveillance notamment. Et donc, on n'a pas besoin de se saisir de ces enjeux-là, parce que le but, il n'y a pas de concurrence entre nous pour savoir qui sera le mieux entendu, et de s'appuyer sur les compétences. Je pense, il y a Health Data Hub qui a fait beaucoup parler de lui comme sujet. Donc, à l'époque, on n'avait pas eu besoin de prendre le devant, parce qu'il y a une association qui s'appelle Interop, et qui s'était, je crois, fondée en réaction à ça. Et eux, c'était 2 médecins
me semble-t-il, informaticiens et libristes et médecins de profession, et donc voilà, qui ont su avec leur expertise. Du coup, dans ce cas-là, on se met en soutien, on relaie, on participe à la mobilisation, mais on n'a pas vocation forcément à être en chef de file sur tous les sujets. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Sur le niveau entreprise, il y a le CNLL, qui est une association, un réseau d'entreprises, qui depuis quelques années, 2-3 ans, je dirais, commence aussi à avoir des velléités, je pense, d'action institutionnelle sur notamment les sujets de cybersécurité. Enfin, je vais pas parler à leur place. Et c'est parce qu'on a un réseau aussi, un tissu d'associations comme ça, qu'on peut faire plus de choses aussi. Et ça nous permet de mieux concentrer nos forces. Et pas que ça, et enfin je finis là-dessus, je peux mentionner aussi Halte Obsolescence Programmée, qui est pas une association de nos premiers cercles, on va dire, avec qui on a pu déjà travailler c'était les lois anti-gaspillage, économie circulaire, à l'époque, la loi AGEC. Et là, on a pu travailler, alors on a soutenu certaines de leurs propositions, on a apporté les nôtres, mais voilà, on a pu avoir des interactions aussi, parce qu'il y a eu une intersection de nos sujets sur l'obsolescence logicielle, notamment. Question complémentaire. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres personnes ou d'autres groupes d'utilisateurs dans d'autres pays francophones ? Et est-ce qu'il arrive qu'on vous contacte pour des problématiques qui justement ne sont pas françaises, mais qui sont francophones ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites de ces demandes ? Magali, tu veux répondre ? J'ai été contactée par Mozilla, justement, Mozilla Europe, quand il y a eu tout ce projet de loi sur la responsabilité des navigateurs. Et à ce moment-là, c'était mi-français, mi-européen, donc je savais pas trop comment moi j'allais réagir. Donc j'ai mis en contact la personne de Mozilla avec d'autres personnes qui étaient plus expertes que moi sur le sujet ou qui avaient un réseau plus important que le mien. Je sais qu'on est aussi en contact avec un GUL, une association canadienne qui s'appelle Facile, qui nous a demandé à un moment donné une lettre de recommandation. Alors je suis pas sûre que ce soit une lettre de recommandation, et donc que nous on leur a envoyé sans discuter. Il y a aucun souci. Si ça peut les aider, on fait tout pour aider les autres. Après, il n'y a pas énormément d'associations comme l'April en Europe, mais si on peut aider, souvent on aide. Si on peut relayer, on relaye. Et là, j'avoue, plus au niveau Bruxelles, c'est Étienne qui pourra répondre à cette question-là. J'évoquais la question de nos forces, qui sont, de notre énergie et capacité d'agir. On a eu, historiquement, on a pu intervenir sur des dossiers du droit européen, au niveau de l'Union européenne. Mais ça fait quelques années, on s'est dit, voilà, en fait, il vaut mieux quand même se concentrer sur le niveau français, notamment parce que n'étant pas basé à Bruxelles, et quand on n'est pas à Bruxelles, c'est très difficile, si ce n'est en fait, pour pas dire impossible, d'efficacement agir au niveau européen. Donc dans ce cas-là, on se met plutôt effectivement en soutien de grandes associations, des associations qui ont plus ces capacités-là d'avoir une action européenne. Et c'est vrai que d'un point de vue institutionnel, on n'a pas tant eu d'interaction, parce qu'on est concentré sur le niveau français. Et puis chaque ordre juridique, chaque État, chaque système institutionnel nécessite quand même, ça prend du temps de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc on peut pas être partout et on peut pas avoir cette compétence partout, quoi. Après, je crois qu'il y a aussi l'association Appel au niveau européen qui avait lancé toute une action qu'on a relayée, peut-être même expliquée. On a fait de la vulgarisation numérique. Je crois que c'est à confirmer, mais il me semble bien que c'est un regroupement d'associations nationales d'entreprises qui se mettent d'accord et ils se sont mis ensemble notamment pour, ça je trouve ça intéressant, financer un poste équivalent au mien de plaidoyer politique, mais basé à Bruxelles justement, pour pouvoir être un peu au plus proche où se prennent les décisions de l'Union européenne. Effectivement, donc on a pu... Je pense qu'on reparlera de ce genre de sujet dans Projet Libre, que ce soit le CNL ou Appel. C'est des sujets qui sont très intéressants et que personnellement je connais pas du tout, et donc ça sera une bonne occasion d'en savoir plus. Ok, on a pas mal parlé de la place de l'April dans l'écosystème. Ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est un autre sujet très important, c'est le sujet du financement. Ah, pardon. Voilà, comment est-ce que vous financez ? On a, je pense, un petit peu abordé ça au début, dans l'épisode 1, mais j'aimerais savoir comment ça se passe maintenant. Magali, qui veut reprendre Je peux, parce que j'avais préparé la question. Tout l'argent de financement de l'April, c'est les adhésions et les dons. C'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention, on n'a aucune aide de l'État, on dépend entièrement de nos membres. Et c'est aussi un choix, puisque ça nous donne une liberté totale. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. On a été extrêmement naïfs en 2006 et en 2013. On a fait une demande pour être reconnu d'intérêt. Alors je sais jamais, c'est intérêt public, intérêt général. Bref,
Voilà, pour pouvoir distribuer ce fameux reçu fiscal à nos adhérents. Oui, il se trouve que ça nous a été refusé 2 fois parce qu'on rentrait pas dans les cases. J'ai relu le PDF des réponses ce matin, ça m'a énervé. Donc voilà, on rentre pas dans les cases, on fait peut-être un peu trop de plaidoyer et peut-être pas assez d'éducation. Je sais qu'on est un peu naïf, on s'est dit peut-être on allait recommencer en 2025 ou 2026, mais Non, mais voilà. c'est pas forcément de la naïveté. Faut essayer de toute façon. Et puis le contexte politique a évolué, le contexte des actions de l'April a évolué. Ça fait sens aussi. Mais effectivement, pour le moment, on ne bénéficie pas de cette faculté. Voilà, donc pas de reçu fiscal. Ces dernières années, on a aussi eu un petit souci au niveau de nos financements parce qu'on a tendance à perdre des collectivités, genre Paris ou bientôt Toulouse, ainsi de suite. Et vous savez, les collectivités, ils versent beaucoup d'argent d'un coup, donc pour les remplacer par des petits membres d'adhérents qui sont à minimum 10, il faut beaucoup d'adhérents. Mais bon, on peut pas leur vouloir puisqu'ils ont eux-mêmes des restrictions budgétaires qui viennent de l'État et du gouvernement qui, comme vous avez pu le voir, je vais pas dire du mal, mais a tendance à enlever de l'argent là où il y en a pas, plutôt que d'aller chercher là où il y en a. Donc, on a beaucoup de diminution au niveau des collectivités. Et par contre, au niveau des adhérents, ça se maintient plus ou moins depuis 3 ou 4 ans. D'accord. Ok. Donc, le financement, c'est toujours un sujet crucial et il faut tous les ans reprendre son bâton de pèlerin. Et alors, pas totalement, parce qu'on avait eu la chance à l'April, on avait une sorte de bas de laine, on avait des réserves, sauf que les réserves, c'est pas forcément éternel. Et là, l'année dernière, on s'est rendu compte que nos réserves elles commençaient à diminuer comme peau de chagrin, donc on avait lancé la campagne du lama déchaîné, qui était vraiment une campagne de soutien pour récupérer des sous. On avait demandé 20 000 euros l'année dernière. On demandera sûrement plus cette année quand on la refera. Et on a eu de la chance puisque les gens nous ont soutenus. Qu'est-ce que vous retenez de cette campagne ? Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que ça a montré un vrai soutien à l'April ? Qu'est-ce que vous en retrouvez ? Moi, j'en retiens que du bonheur. Donc, Oui, on s'était fixé un objectif de collecter 20 000 euros et finalement on a obtenu 27 000 euros. Alors ça s'est fait toujours plutôt dans la dernière partie de la campagne, donc c'est toujours un peu stressant. Mais finalement, le bilan est plutôt positif par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc on a bien des adhérents qui nous soutiennent et puis on a essayé d'élargir un peu le cercle avec une campagne qui s'est étalée et une présidente aux manettes qui a passé beaucoup de temps sur de la communication, sur la production de contenu pour essayer effectivement de collecter de l'argent, quoi. Mais là, par exemple, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Vous mettez en avant des réalisations, vous mettez en avant ce que vous voudriez faire avec cet argent. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour justement faire en sorte que les gens aient envie de continuer à vous donner ? C'est important d'avoir cette distinction qui a évoquée. Ça faisait partie, il y a de la question de l'indépendance, mais aussi la question de pérennité et de projection dans le futur. C'est l'intérêt d'être un fonctionnement quand même par cotisation. C'est que ça permet notamment quand il y a des personnes qui sont salariées d'avoir une stabilité et puis pas être tenu tous les ans de faire des campagnes. Bon, après, voilà, c'est vrai que les contextes depuis la fondation de l'April ont quand même beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus d'associations, notamment sur nos sujets. Alors, c'est très bien, mais ça crée de fait une forme de concurrence au soutien parce que les porte-monnaies des individus, enfin des personnes et de nos soutiens ne sont pas non plus infinis et qui sont eux et elles-mêmes sujettes à, on va dire, à une période économiquement compliquée. Donc, ça joue. Après voilà, donc ça pose aussi des questions et je pense que c'est bien de se réinterroger sur comment on se finance et comment on convainc les gens de nous soutenir. Nous, on essaie de convaincre et c'était l'intérêt, je pense, de la campagne, c'était de montrer aussi tout ce qu'on a pu faire dans les différents, que ce soit de l'action politique, de réinscrire l'April dans son histoire et de montrer qu'il y avait encore, qu'on faisait aussi, mais aussi dans la continuité, quoi. On continue à faire des actions, on suit des dossiers qu'on suit depuis le début et sur lesquels on continue à agir et sur lesquels on a construit une expertise. Et c'est aussi de montrer ça, on continue à faire des choses et c'est compliqué quand des collectivités ou c'est plus les personnes morales qui nous demandent qu'est-ce qu'il en est pour nous là, on cotise, mais qu'est-ce qu'on en retire. Vous en retirez que vous nous soutenez en fait, c'est un soutien sur les valeurs, mais notre action a la vocation à faire que l'environnement économique, ce que je disais, économique, politique, soit favorable au logiciel libre. Donc tous ceux qui veulent faire du logiciel libre ont intérêt à ce que ce soit plus facile d'en faire parce que les lois le permettent, parce que l'économie des logiciels libres est soutenue et qu'il y ait de l'investissement, etc. Donc l'intérêt à en retirer, il est là. On n'est pas dans un appel à projet où si vous nous donnez tant, vous allez gagner tant. C'est sans doute un peu plus compliqué pour nous que pour Framasoft, qui a des services concrets à proposer et qui peut effectivement expliquer à quoi ça va servir pour consolider, faire des versions suivantes, etc. Donc
Nous, effectivement, on est dans l'aspect un peu plus politique. Alors maintenant, on peut invoquer quand même le chaton, le chapril, où là, on a des services concrets aussi. Donc voilà, mais on sent bien que c'est plus compliqué d'argumenter vis-à-vis de nos adhérents et adhérentes. Et une question que j'avais pas notée, mais comment vous faites cette promotion? Sur quels réseaux sociaux vous la faites? En dehors des réseaux sociaux, quelles actions vous avez menées justement pour mettre en avant vos actions? En 2 mots, déjà, je vais laisser Wookie, mais libre à vous. Le campagne du lama déchaîné, et puis après, t-shirt, sticker. L'expo libre, les conférences, tout ça. Mais je pense que ça serait vraiment un énorme gros sujet qu'on verrait la prochaine fois. Mais effectivement, sinon, pour répondre sur les réseaux ou sur les... on essaye de contacter certains journalistes. Je parlais d'LinuxFR tout à l'heure. Chaque semaine, ils m'ont laissé aller lama déchaîner leur revue. Voilà. Le site internet de l'April, pareil. Tout ce qu'on peut inonder, on l'a inondé. D'ailleurs, je vous propose de me bloquer, à tous les membres de l'April, bloquez-moi de octobre à décembre, parce que je vais faire du lama déchaîné tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, si vous voulez pas être inondé, je vous autorise à me bloquer à partir du moment qu'au mois de janvier, vous recommencez à me suivre. En sachant qu'effectivement, on essaye évidemment de rester fidèle à nos valeurs et donc d'utiliser des réseaux alternatifs, donc des réseaux moins fréquentés. Donc on a aussi sans doute moins d'écho que si on avait fait le choix d'utiliser les plateformes mainstream, évidemment. Mais on l'assume, évidemment, sinon c'est pas très cohérent notre message. Mais ça, c'est peut-être une difficulté qu'on peut avoir aussi comparativement à des associations qui ne se poseraient pas de questions sur ce sujet-là, quoi. Et c'est une discussion qu'on a eue au sein du CA plusieurs fois. Est-ce qu'on retourne sur des plateformes pas libres ou pas? Et finalement, le ou pas nous convient beaucoup mieux. Tant pis s'il y a moins de sous, mais au moins on reste, cohérent avec nous-mêmes et avec nos idées. Sans rentrer dans les détails, typiquement, on avait fait le choix de quitter. On était sur Twitter et on a fait le choix de quitter Twitter à un moment donné, mais c'était l'objet d'une discussion. Du coup, au sein du CA étendu dont je parlais, salariés et membres élus. Parce que dans beaucoup d'associations, c'est une discussion, quoi. Doit-on rester sur ces réseaux des GAFAM où il y a des gens, ou partir et avoir une audience moindre? Chacun a sa propre réponse là-dessus, quoi. Il y a des fois, il y a des associations, elles n'ont pas le choix, quoi. Si elles vont pas sur ces réseaux où il y a du monde, il n'y a pas de sous, et s'il n'y a pas de sous, il n'y a plus d'association. Donc voilà, la question peut se poser et peut avoir des réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a la réponse économique qui fait est-ce qu'on a le choix ou pas. Nous, à l'April, on s'est donné ce choix-là, avec les conséquences que ça amène. Je pense pas qu'on regrette beaucoup, même si c'est vrai que depuis, les fins d'année sont compliquées, mais vous voyez, l'année dernière, on voulait 20, on nous a donné 27. Je pense qu'on n'a vraiment pas le droit de se plaindre, quoi. Est-ce qu'on peut parler de certaines actions que vous avez menées récemment ou qui sont en cours, plutôt représentatives du travail de l'April? Étienne, est-ce que, par exemple, tu pourrais commencer à nous donner des actions sur lesquelles toi, tu as travaillé? J'en avais pensé à 2 en réfléchissant à l'émission. Alors, il y en a une, en fait, qui est, je parlais de priorité logicielle libre, ce qu'on appelle les open bars, où c'est finalement qui peuvent s'exprimer de manière différente. En gros, la dépendance de nombreuses administrations, notamment ministères, aux outils de Microsoft. Donc ça, c'est pas récent dans le sens où c'est une problématique ancienne. Donc l'aspect défense, du coup, pour revenir à la distinction, l'aspect défense, c'est de lutter contre les situations de dépendance à Microsoft en particulier, ce qui est assez emblématique, mais pas que, mais bon, Microsoft beaucoup. Et puis l'aspect positif de défendre une priorité, mais en fait, on voit bien que, bien sûr, tout ça est très lié. Mais c'est un dossier qu'on suit et sur lequel on continue à s'engager. Plus récemment, ça a pu se manifester au niveau je pense, au ministère du Travail. On a découvert, alors c'est l'occasion aussi de montrer peut-être certains outils qu'on utilise. Donc par exemple, les parlementaires ont ce qu'ils appellent, alors ils votent des lois, mais ils contrôlent aussi le gouvernement. C'est vraiment les deux pieds de leurs actions. Et pour contrôler le gouvernement, ils ont notamment recours à ce qu'on appelle des questions au gouvernement. Alors on voit les questions orales dans l'hémicycle, c'est celles qui sont les plus visibles, mais en fait le plus important, c'est les questions écrites. Et alors parfois d'ailleurs on va contacter des parlementaires pour leur suggérer des questions. Bon là il s'est retrouvé par une question posée par un député qui l'avait posée directement. On a appris que le ministère, ça c'est en 2023, que le ministère du Travail avait soulevé une dérogation, avait levé la possibilité d'une dérogation pour pouvoir utiliser les services à distance, services cloud de Microsoft, ce qui normalement ils ne doivent pas faire. C'est la circulaire Cloud au centre pour les personnes qui veulent creuser le truc. Donc on a vu ça. Nous, on se dit, on va essayer de comprendre quel est le texte. Et donc là, un autre levier, un autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les demandes CADA. Donc le droit CADA, c'est l'accès aux documents administratifs. Et la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous recommande l'association madada.fr.
qui propose un outil pour faire des demandes de manière simplifiée. Et donc là, on a demandé à l'administration, voilà, quelle est cette dérogation, quelles sont les études qui vous ont permis d'eux, etc. Et puis, ça vous permet de toujours creuser. L'idée étant de faire la lumière sur la situation de dépendance. Donc là, on a plusieurs demandes. Et puis, le rôle de l'April dans tout ça, c'est un des aspects de notre travail de plaidoyer, c'est d'être un poil à gratter. C'est-à-dire d'éviter que les administrations fassent n'importe quoi sans être embêtées derrière. Et nous, on essaie d'être un peu poil à gratter à notre niveau. Pouki, tu voulais compléter? Je reviens sur la dérogation parce que souvent, les dérogations sont limitées dans le temps. Donc, on demande une dérogation parce qu'on n'a pas trouvé encore la solution idéale. Sauf que là, avec le ministère dont tu parlais, du travail, c'était une dérogation qui se reproduisait vraiment 1, 2, 3 ans. Limite, ça allait être du long terme, genre une dérogation temporaire qui ne l'est pas du tout. Et donc, c'est bien qu'on ait été au courant de ça grâce à cette question, parce que comme dit Étienne, on a été le poil gratté, on a posé des questions, on leur dit, est-ce que c'est vraiment le cas? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de passer? Ainsi de suite. Chaque demande qu'elle a donné des réponses ou pas. Ou alors des réponses, mais qu'on pouvait pas voir parce qu'elles étaient totalement caviardées. Je me rappelle un document où 75% de la page était totalement illisible. Donc voilà, donc ça permet d'avoir des informations. Et même des fois, ils parlent de dossiers qui ne sont pas, enfin, qu'on ne connaît pas. Mais le fait qu'ils en parlent permet de les demander à la CADA. Donc c'est vraiment tout un travail de longue haleine, souvent avec un résultat peu satisfaisant, mais qui permet de continuer à défendre, à poser des questions et à les obliger à se remettre eux-mêmes en question et de demander à des... Alors, pas forcément, mais j'ai l'espoir qu'un jour, le ministère du Travail passe à autre chose qu'au cloud de Microsoft, quoi. Quand il en aura marre de nous avoir sur le dos, peut-être qu'il fera un effort. Surtout que c'est pas comme si c'était impossible, quoi. Et donc, ouais, sur la dépendance, et pour ça, c'est une autre aussi, alors c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir de pousser depuis 3-4 ans, bon bref, c'est que les ministères, on pense que la question écrite peut être une bonne manière parce que ça oblige le gouvernement à prendre position, mais il y a peut-être d'autres leviers auxquels on réfléchit, de forcer un audit un peu des dépenses logicielles, en global, juste parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas un état des lieux, tant que l'État n'a pas un état des lieux, les administrations n'ont pas une visibilité sur où émettre l'argent et comment sur les besoins logiciels, on ne pourra pas avancer vers un meilleur usage du logiciel libre. Donc nous, c'est ce qu'on défend, en gros, c'est aussi le sens de l'action, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on a choisi, mais on nous parle de souveraineté numérique. C'est un petit peu la manière, entre guillemets, à la mode de parler des sujets qui nous intéressent. Donc nous, voilà, ok, alors on amène notre définition un petit peu à travers le logiciel libre, d'expliquer pourquoi le logiciel libre, il n'y a pas de souveraineté logicielle, enfin il n'y a pas de souveraineté numérique sans logiciel libre, parce que ça apporte les garanties de maîtrise, etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait tout ça est très lié. On défend à la fois une priorité au logiciel libre, on appelle à plus de transparence, on pointe du doigt quand il y a des situations de dépendance. Et là où on essaie vraiment de mettre le doigt, c'est sur les postes de travail. Il faut des postes de travail lisses, que les serveurs, on dit que GNU Linux a gagné sur les serveurs, mais ce qui nous intéresse, c'est la bureautique, c'est les postes de travail. On sait que c'est vraiment très clé. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une action continue et déterminée sur ces sujets de la dépendance à Microsoft. Et pour finir sur un dernier exemple, il y a la migration forcée de Windows 10 vers Windows 11 qui arrive. Effectivement, ça fait parler. Et donc, il y a eu une commission d'enquête qui était très intéressante d'ailleurs sur la commande publique et qui notamment pointait que alors c'est la police nationale va devoir dépenser des millions parce qu'ils vont être obligés de monter en version. Et il faisait le comparatif avec la gendarmerie nationale, alors qu'il est l'exemple qu'on ressort tout le temps, mais qui en même temps est assez parlant, qui a depuis de nombreuses années maintenant fait le choix de passer sous les systèmes d'exploitation libres. Ils ont développé leur propre version d'Ubuntu. Et eux, ils sont pas retrouvés avec ces situations alors j'ai l'expression de couteau sous la gorge qui me vient, mais je pense qu'elle est pas forcément fausse. Voilà, je pense que c'est donc le sujet reste pleinement d'actualité et je pense que le passage Windows 10, Windows 11 en témoigne. Vous allez en entendre parler dans les mois à venir très fort de ce passage de Windows 10 à Windows 11 parce que forcément, on peut pas rester silencieux. Forcément, on va pas être les seuls à se plaindre. Donc voilà, restez à l'écoute. Mais tout à l'heure, on parlait effectivement de liens avec d'autres structures et d'opportunités d'alliance. Du coup, halte à l'obsolescence programmée, finalement, on a eu des contacts, des échanges et on prépare finalement des communications cohérentes. Voilà, c'est pas forcément un travail de fond quotidien, mais en tout cas, on se met au courant de chacun les initiatives qu'on souhaite lancer pour pouvoir les partager, les relayer plus facilement, quoi. Ça fait partie vraiment de notre travail. Et ce qui me fait penser, c'est pour faire un pas de côté aussi. Donc nous, on a cette action sur la dépendance Microsoft. Nous, on a cette action parce que c'est un de nos cœurs de métier, mais vis-à-vis des administrations pour qu'elles aient une priorité au libre, pour qu'elles sortent de cette dépendance. Mais la dépendance à Microsoft, mais c'est aussi les associations. Je sais que Laurent a pas mal travaillé là-dessus. Oui, c'était exactement la transition que je voulais faire. Ça, c'était une action. Alors, il y a une grosse action qui se fait vis-à-vis des députés, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'État. Mais on essaye aussi de regarder ce qui freine l'adoption du logiciel libre dans le monde associatif, par exemple.
On suit depuis de nombreuses années une structure qui s'appelle Solidatech, un programme qui s'appelle Solidatech, qui est très en vue et très prisé par les associations parce que ce programme permet d'avoir des licences de logiciels privateurs à des coûts vraiment très, très, très petits, quoi, enfin, qui n'ont rien à voir avec le coût du marché. Et finalement, quand on analyse ça, quand on comprend comment ça fonctionne, c'est quelque chose d'international qui s'appelle TechSoup, qui cherche dans les pays locaux des structures qui ont pignon sur rue pour pouvoir relayer un peu cette mécanique. C'est un lobbying qui est vraiment bien pensé, bien avancé, et qui, du coup, empêche une adoption de logiciels libres. Donc on essaye aussi de faire poil à gratter sur ces structures-là, on les interroge parce qu'elles ont souvent un discours en disant, voilà, on émancipe les associations, on leur facilite la vie, etc. Mais on les questionne aussi sur le fait que finalement, elles continuent de les enfermer dans un mécanisme. Et du coup, on a eu un échange de courrier récemment, ils nous ont enfin répondu. Donc on ne sait pas encore, le CA n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire de ce courrier et des suites qu'on allait donner. Mais voilà, on essaie de pousser le questionnement, de les pousser dans leur retranchement pour qu'ils puissent nous répondre un peu sur... mais finalement, regardez la conséquence de votre objet associatif finalement. Vous enfermez des associations dans un monde pour lesquels les associations vont avoir beaucoup de mal à sortir, c'est le jour où elles devront le faire. Mais est-ce que le passage de Windows 10 et les actions de l'administration Trump sont pas quelque part une espèce de bénédiction pour que les gens se rendent compte? Je ne vais pas dire que du jour au lendemain les gens vont passer au logiciel libre, mais ça remet plus que jamais au devant de la scène la dépendance qu'on a. C'est pas la première fois que Windows fait le coup. Hein. Il y a eu Windows XP, il y a eu Windows 8, Windows 10, etc. À chaque fois, ils nous font le coup. Hein. Le facteur qui change, ça va être la question environnementale. C'est peut-être ça qui fait la différence avec, en 2014, c'était Windows XP. C'est peut-être ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que là, il y a une évaluation qui estime qu'il va y avoir 240 millions d'ordinateurs qui ne vont pas pouvoir à terme passer à Windows 11. C'est Green IT, je me permets de les citer. Oui, Green IT. Et j'ai fait le calcul, alors je dévoile un peu la prochaine chronique avec, de Libre à vous, mais si on prend une épaisseur d'un laptop en moyenne de 2 cm d'épais, ça fait 480 millions de centimètres et du coup si on fait les bonnes transcriptions dans les bonnes unités, ça fait 1000 hauteurs de Mont Blanc. Donc voilà, il y a une pile d'ordinateurs de 1000 hauteurs de Mont Blanc dans laquelle Microsoft va faire une pichenette en fait. Alors évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais néanmoins, ça veut dire que ça déclasse de manière accélérée des ordinateurs qui pouvaient encore servir. Alors qu'on sait maintenant que pour produire un ordinateur, il faut extraire 800 kilos de matière dans la nature, quoi. Donc là, ça vient peut-être bousculer, c'est peut-être un levier qu'on va avoir, puis faire alliance effectivement avec des associations qui vont se battre contre ça, quoi. Et sur l'aspect Trump plutôt, effectivement, là clairement il y a une opportunité, ce que je mentionnais la commission d'enquête sur la commande publique, et un de leurs gros sujets avec Microsoft en particulier, mais globalement, Microsoft était assez emblématique de ça. Notamment, ils ont beaucoup parlé du Health Data Hub et de la situation d'éducation nationale qui, comme la plupart des ministères, sont dans un gros état de dépendance. Ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit. Ouais. Donc, pour les personnes qui connaissent le RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données personnelles, le problème du droit américain, c'est que toute entreprise, l'État américain peut potentiellement accéder à toute donnée stockée par des entreprises américaines où que la donnée soit stockée. Et donc, pour une administration, ce serait un problème, mais d'autant plus pour les administrations qui stockent des données pour des données sensibles par nature, j'ai envie de dire, puisque c'est des données notamment des citoyens, des citoyennes. Et donc, l'utilisation de Microsoft, malgré cette situation d'extraterritorialité dans le contexte d'une administration en voie de fascisation, enfin, c'est mes termes, pose des questions, et on sentait bien que ça mettait en exergue pour l'administration le gros problème de la dépendance. Donc effectivement, il y a un problème de dépendance, mais quand c'est en plus dépendance dans un contexte politique très particulier, d'ailleurs, je trouve que le propos est assez fort, ils ont fait beaucoup d'auditions. On va publier d'ailleurs une actu prochainement pour partager notre avis sur ce rapport qui est paru en juillet, mais ils ont notamment interviewé Guillaume Poupard, qui est l'ancien directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information, de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et qui rappelait effectivement si l'administration américaine décide de couper les ponts technologiques, en gros que les mises à jour de Microsoft ne viennent plus vers les administrations, en Europe, en quelques semaines, pas tellement plus, les administrations sont un peu le bec dans l'eau et n'ont plus de système sûr sur lesquels travailler. Et donc je trouve que ça mettait bien en avant les enjeux très concrets pour de la dépendance aux solutions. Voilà. Donc écologiquement, et pour l'indépendance, ça serait bien de passer au logiciel libre, on est tous d'accord. Bifurcation. Il y a un autre sujet qu'on a abordé justement dans ces actions
Quand on a préparé l'interview, je me suis dit, ça vaut la peine qu'on en dise quelques mots, même si on va faire certainement un épisode complet là-dessus. C'est le travail qui a absolument rien à voir, mais sur lequel vous participez la certification des logiciels de caisse, qui est un gros sujet, qui est là depuis longtemps, et qui est un sujet que j'aimerais traiter dans un épisode à part, de la même manière que j'ai traité l'épisode sur la réforme de la facturation électronique. Étienne, tu peux en dire 2 mots, puisque a priori c'est un des sujets sur lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux expliquer assez simplement Je vais faire de mon mieux. Voilà, de quoi on parle, et surtout quel est le rôle de l'April dans tout ça? Oui, alors moi je voulais aussi évoquer ce sujet et j'étais content que le sujet t'intéresse parce que je trouve que il est assez emblématique d'une autre manière une autre typologie d'action et que là qui est vraiment plus sur quand il y a un projet de loi qui arrive. Alors beaucoup qui disaient voilà, un projet de loi, une proposition dans un projet de loi qui menace le logiciel libre. Là, on sort l'action, c'est-à-dire de contacter avec des arguments pour s'y opposer, on contacte les parlementaires, on propose des amendements pour aller en contre, etc. Alors, le logiciel de caisse, alors c'est aussi intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on a déjà travaillé en 2016. Je vais devoir d'abord rapidement donner ce contexte-là et qui est revenu récemment. Donc, en gros, en 2016-2017, il y a un projet de loi de finances et qui a créé une obligation pour toutes les personnes qui ont un logiciel de caisse de pouvoir produire un document qui prouve quelque part la conformité de leur logiciel aux exigences de la loi. Bon, s'il y a des comptables qui nous écoutent, ils sauront me corriger, mais en gros, il y a ça d'inaltérabilité, d'archivage, voilà, plusieurs critères comme ça. Et donc, il fallait à cette époque-là, la manière dont et donc pour prouver, il fallait un document. Ce document pouvait être soit une certification, c'est-à-dire un document qu'on obtient par une autorité certifiante. On peut penser à l'AFNOR, par exemple. Donc, l'entreprise qui propose le logiciel fait certifier, etc. Ou alors l'entreprise qui propose un logiciel peut attester, peut dire elle-même, elle engage sa responsabilité, elle dit moi je t'atteste, toi client qui veut utiliser mon logiciel, que le logiciel que tu vas utiliser est conforme. Et s'il y a un contrôle et que le logiciel n'est pas conforme, c'est l'entreprise qui va devoir répondre au fait qu'elle a donné un faux document quelque part. Bon. À cette époque, on était intervenu parce que tel que c'était formulé, on considérait qu'il y avait le risque potentiel que ça interdise de fait la liberté de modification, qui est quand même une liberté un peu importante. Les 4 libertés sont essentielles pour qu'on puisse avoir un logiciel libre. Voilà, donc interdisent la liberté de modification tout simplement parce que il y avait cette crainte que si le client, l'utilisateur ou l'utilisatrice du logiciel de caisse le modifie, ça invalide le document et donc ça fasse la responsabilité, ça fait une forme de responsabilité infinie de l'entreprise qui avait délivré le document parce qu'elle serait responsable des modifications faites. Et donc, quelque part, ça aurait imposé d'empêcher la liberté de modification. Et donc, avec un échange qui a été, pour le coup, très constructif, on était intervenu avec notamment des membres de Dolibar ou de Pastèque, qui sont deux logiciels de caisse et qui étaient par ailleurs membres de l'April. On a échangé avec l'administration, qui devait produire ce qu'on appelle la doctrine fiscale, comment ils allaient interpréter, et des échanges productifs, puisqu'on a réussi à écrire noir sur blanc, en gros, clarifier très objectivement que les conditions pour que la liberté de modification soit garantie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, on arrive, donc c'était la situation qui convenait visiblement à tout le monde, sauf que tombe un amendement. Alors, c'est toujours intéressant de se demander d'où viennent les amendements, puisque l'administration, puisqu'on l'a discuté avec l'administration plus tard, était très satisfait de cette situation. Bon, ça, on n'a pas encore identifié, mais quand même, ça reste des sujets intéressants quand on s'intéresse à comment naissent les lois et d'où viennent les amendements. Bref, plusieurs députés, ça a été assez transpartisan, ont porté un amendement pour interdire l'attestation. C'est-à-dire que la seule manière pour quelqu'un qui fait des logiciels de caisse de pouvoir fournir un document qui dit le logiciel est conforme, c'est de passer par une autorité comme l'AFNOR, etc. Sauf que c'est long, que ça a des coûts très importants, et puis que c'est pas du tout, ça ne marche pas avec ce qu'on appelle l'agilité quelque part, mais une manière très active et très fluide de produire du logiciel et qui correspond d'autant plus au logiciel libre où on a des contributions extérieures, où voilà, donc d'interdire l'attestation que toutes les entreprises du libre, mais pas que d'ailleurs, utilisent parce que la certification est lourde. Et donc l'April, nous on a intervenu pour lutter contre, pour proposer les arguments, et moi j'ai beaucoup appelé des parlementaires, j'ai eu des échanges avec certains pour essayer de faire en sorte que l'amendement proposé soit rejeté. Il a malheureusement été adopté, puis dans un contexte aussi là du projet de loi de finances pour 2025, là c'est une censure gouvernementale qui crée aussi des conditions politiques où il est un peu plus compliqué d'agir. Donc le texte est passé. Et là, on continue aussi à agir, c'est-à-dire que c'est après coup qu'on a contacté, qu'on a échangé avec l'administration fiscale qui devait préciser dans ses textes comment elle allait appliquer cette nouvelle obligation. Et c'est là où on a réussi un peu à... Alors, je pense qu'ils avaient déjà l'intention de limiter l'impact. Donc, on a obtenu un délai. Bon, ça, elle l'aurait de toute façon fait, délai d'application. Et d'autre part,
D'autre part, et ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire de valider la possibilité de forme de certification communautaire. Des associations, enfin des entreprises ou des utilisateurs ou des associations peuvent se mettre ensemble, faire certifier le logiciel qui bénéficie à toutes les personnes qui vont l'implémenter, le distribuer. Et pour finir sur ce dossier, désolé, je suis un peu long, et voilà, bon. On a su, parce qu'on a continué aussi à avoir des échanges, que des membres d'ailleurs ont contacté eux ou elles-mêmes leurs députés, qu'il y a visiblement côté même du gouvernement, ils sont d'accord sur le fait que en fait c'est pas forcément bienvenu comme vote, et donc on a bon espoir et on va se mobiliser pour que sur le prochain loi de finances on puisse revenir à la situation antérieure. En tout cas, on va agir en ce sens. Désolé pour ce tunnel. Non, mais c'est intéressant parce que sur ce genre de sujet, l'April a un rôle important, justement de plaidoyer, de collaboration. Si je peux peut-être expliquer en très peu de mots, parce que j'en pas beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, alors moi j'avais déjà travaillé sur ce texte, donc c'était presque naturel pour moi de me replonger dedans, puis qu'on a vu effectivement l'alerte venir. L'April, elle a plutôt un rôle, on va dire, de coordinateur des personnes qui ont l'expertise. Moi, j'ai pas l'expertise métier, on va dire. C'est pour ça qu'on échange avec des entreprises et des associations d'Olibar, qui est un des principaux logiciels libres de caisse. Voilà, des membres. Donc, on a une liste dédiée à ce sujet où il y a une discussion qui sont faites. Et voilà. Donc, moi, j'arrive avec mon habitude de contacter des parlementaires ou les administrations. Et puis, je fais venir avec moi ceux qui ont l'expertise. Et puis, par exemple, quand on rédige une analyse, moi, j'ai plutôt le rôle de synthèse des idées qui ont été construites par les personnes qui ont cette connaissance du métier, de la réalité technique des implications. Ok, très intéressant. Laurent, est-ce que toi, tu as des actions, des choses que tu voudrais mentionner ? Alors moi, c'est vrai que depuis le début, mon application à l'April, elle s'est beaucoup orientée sur la question lien entre logiciel libre et monde associatif, et en particulier l'éducation populaire, parce que j'étais convaincu qu'il y avait une convergence de valeurs forte qui devait faciliter l'adoption. Alors la réalité est beaucoup plus complexe. D'une part parce que les associations n'ont pas de temps à consacrer à ce qu'elles considèrent comme un outil, comme quelque chose qui doit marcher. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été très actif au milieu des années 2010, on va dire, qui s'appelait Libre Association. La liste mail existe encore, et il y a encore quelques questions qui se posent sur tiens, vous utilisez quoi comme logiciel libre pour faire ça dans votre asso, etc. Mais il y a une continuité finalement, et c'est là que je parle de complémentarité aussi avec Framasoft, c'est-à-dire que les initiatives qu'ont fait des Googlisons Internet, les chatons, désormais Emancipasso, fait que je dirais que l'objet s'est un peu déplacé et puis qui s'est actualisé avec des gens qui sont volontaires. Donc Libre Association, je dirais que a fait le plus gros de son travail dans le milieu des années 2010, et puis Framasoft quelque part avec ses projets continue un travail qui me semble extrêmement important vis-à-vis des associations, parce que elles sont à la merci de structures, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui font qu'à un moment donné elles restent enfermées, elles se posent pas de questions sur leurs enjeux. Alors que finalement, quand on réussit à convaincre des responsables associatifs de prendre le temps d'expliquer les enjeux, et qu'on arrive à mettre autour de la table quelques salariés, quelques bénévoles, les gens sont volontaires, ils ont envie de transition, ils ont envie de changer leur logiciel. Mais le plus dur finalement c'est ça, c'est de réussir à convaincre en disant voilà, il faut prendre une journée ensemble pour poser les enjeux vis-à-vis des données des membres de l'association, vis-à-vis des données de l'association. Donc prenons ce temps-là, et après ça, en général, la transition elle est beaucoup plus fluide. Je me suis retrouvé dans 2 situations où j'accompagnais des associations, une où on avait fait ce travail-là, et une où on l'a pas fait, mais on voit clairement la différence, quoi. Les gens sont vraiment en opposition quand on n'a pas eu le temps de préparer ça. Ils sont vraiment dans ça marche pas enfin ça fait pas la même chose. Excel et Word étaient bien meilleurs. Enfin, et alors que finalement, une fois qu'on a posé les enjeux, la question se pose même pas. C'est on fait l'effort, on va aller chercher, et on sait qu'il y a des solutions et on sait pourquoi il faut aller chercher des solutions. Donc ça, c'est assez vital pour pouvoir essayer de changer la donne dans le monde associatif, parce qu'en face, on a quand même des monstres avec un pouvoir et de l'argent infini, quoi. Voilà. On va leur demander de faire un don à l'April à ces gens-là. Moi, j'aimerais bien revenir sur un dossier qui est un peu plus ancien que les logiciels de caisse, mais moins que l'open bar de Microsoft. C'est le projet de loi sur le contrôle parental, qui obligeait tout constructeur d'ordinateur à mettre un petit logiciel de contrôle parental. On n'est pas contre le contrôle parental, mais ce petit logiciel faisait qu'on ne pouvait plus acheter de matériel sans système d'exploitation. Alors pour la plupart des gens que je connaisse qui sont des libristes, cette interdiction-là, c'était quand même assez catastrophique, puisque la plupart des libristes aiment bien acheter leur matériel, installer la petite distribution qu'ils veulent et qui leur convient, bidouiller au maximum, et là, ça n'aurait plus été possible. Donc c'est vrai qu'on est monté au créneau
Je me rappelle que Étienne, tu avais discuté avec le rapporteur du projet de loi. Pour remettre, ouais, là, dans cette personne, mais parce que d'avant d'arriver au rapporteur, moi, je veux pas te... Non, Mais d'ailleurs, je trouve que c'est emblématique aussi d'un autre. On a une forme aussi de vigie quelque part. On parle de la veille qu'on fait. En soi, le texte n'interdisait pas d'ailleurs. Il n'y avait pas écrit qu'il est interdit de vendre. Sauf que c'était une interprétation possible, puisqu'il faut qu'il y ait le logiciel. Il faut bien qu'il y ait un système d'exploitation pour le faire tourner. Le problème, c'est dans le droit, on sait que le doute bénéficie toujours, va plutôt dans le sens des limitations, quoi, plutôt contre les libertés. Et que l'entreprise, pour éviter tout doute, aurait peut-être cessé tout simplement de proposer des équipements sans système d'exploitation. Donc voilà, moi, mon rôle, là, j'ai appelé. C'est vrai que au bout d'un moment, j'ai été en contact avec le rapporteur parce que un administrateur de l'Assemblée nationale m'a rappelé, il me dit j'ai des retours dans tous les sens, les gens s'inquiètent de ça, alors que c'était pas du tout le but. Et c'est là où finalement, après, voilà, il y a eu le lien avec le rapporteur qui allait dans l'autre sens, quoi. C'est vrai qu'il y a cette vigilance que Étienne et Frédéric ont vis-à-vis de tout ce qui est projet de loi, mais aussi il y a des actions, des choses qui nous sont remontées par des gens qui veulent souvent rester anonymes. Sans ces travails-là de ces personnes et de nos salariés, il y a des choses qui nous passeraient sous le nez, on ne le verrait pas forcément. Donc, heureusement qu'on a cette vigilance-là et qu'on est aidé par de nombreuses personnes. Moi, je veux le redire, parce qu'en fait, c'est hyper important. Ça, Fred et moi, on a du temps salarié à y consacrer. Moi en particulier, parce que c'est vraiment pas le temps plein là-dessus, mais on est humain, on a que aussi le temps disponible, on a d'autres choses à faire. Donc, il nous arrive, en fait, de louper des trucs. Et quand c'est remonté, en fait, voilà. Donc, moi, j'invite les personnes qui nous écoutent et qui voient passer. Faut surtout pas hésiter à nous remonter. Tiens, j'ai vu ça. Même si ça semble effectivement évident pour tout le monde, parfois non, en fait, parce qu'on a chacun nos trucs. Donc, voilà, on agira si on peut agir. Mais au contraire, plus on a de contributions en termes de veille et de vigilance, mieux on sera équipé pour agir. J'ai une question complémentaire là-dessus. Ce travail de surveillance, de plaidoyer, du fait qu'on ne gagne pas à chaque fois, qu'il faut y revenir, etc., c'est pas un travail qui est usant à force? Le Jack contrôle parental, finalement, on a gagné. Alors, on a gagné parce qu'on s'est défendu et que la défense est passée. Non, parce que moi, je suis dans la perspective, en fait, que ce soit vrai pour le logiciel libre ou autre chose, voilà, on est dans le temps long. Moi, j'aime bien cette phrase de Framasoft, hein, la route est longue, mais la voie est libre. Donc, en fait, il faut pas se focaliser sur chaque combat pris individuellement. On progresse, et puis, dans chaque combat, on apprend, on se renforce, et c'est avec qui, en fait, moi je trouve que c'est la question des moyens et de la finalité. La finalité, elle est presque secondaire par rapport aux moyens qu'on se donne. Je défends ça, mais dans une super équipe, dans une association que j'aime bien, j'apprends des trucs. Donc non, c'est pas usant grâce à ça, on va dire. Quand je vois le résultat des logiciels des caisses, où on a été quand même assez déçus, on n'a pas forcément compris pourquoi c'est arrivé sur le sujet. Alors, on pourrait se décourager en disant « Ah, tant pis ». Et puis finalement, j'ai déjà entendu plusieurs personnes autour de moi dire « Bon, on va y retourner pour l'année prochaine, pour le projet de loi finance, pour reproposer cette attestation. A priori, le gouvernement nous suivrait puisqu'ils ont été aussi étonnés que nous. » Donc, voilà, on a été déçus, mais il y a toujours encore de l'espoir, il y a toujours des actions à faire, à continuer. Et puis, ça se trouve, l'année prochaine, on pourra boire le champagne en disant « L'attestation a été remise ». Il faut toujours garder le côté positif. Il n'y a pas de petites ou de grandes batailles. Il y a souvent plein de petites victoires et de petits échecs. Mais une victoire, c'est quand même extraordinaire, quoi. Mais bon, beaucoup de vigilance, quoi. Mais par contre, oui, une grosse victoire nous donnerait beaucoup d'énergie. Ça, on ne cracherait pas dessus, mais c'est pas frustrant ou décourageant. C'est aussi parfois c'est agaçant. De toute façon, globalement, le contexte politique n'est pas hyper réjouissant, on va pas se mentir, mais c'est avec qui on fait et comment on fait les choses. Et puis, donc, alors, c'est pas l'April hein, qui avait œuvré, mais le dernier procès contre Orange, finalement, c'est une victoire. Donc, ça peut montrer aussi que... Alors, c'était Orange contre Entrouvert. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. A bien montré que le libre pouvait aussi gagner. Et ça, c'est important aussi pour la communauté du libre, je pense. Je mettrai en lien dans la transcription une conférence qui a été donnée, je sais plus si c'était au Capitole du Libre où je suis orné du logiciel libre de Lyon, justement, qui revient sur toutes les péripéties, les années de procédure et tout. Enfin, c'est assez incroyable pour voir le résultat final, quoi. Voilà. Et autre action positive, les rencontres avec les élus, avec les sénateurs, avec les parlementaires qui ont pris contact avec nous pour avoir des informations, ou alors que nous-mêmes on a contacté et qui nous ont répondu. Parce que je ne pense pas que 100% des parlementaires nous répondent quand on les contacte, et même je suis sûre que non. En tout cas, ceux qui nous ont répondu, ça nous fait un réseau, ça augmente un réseau, ça stabilise ce réseau-là. Et c'est ce réseau-là qui fait qu'on peut le relancer à la prochaine action. Donc, plus on connaît de monde, plus ce réseau est important,
plus on a de chances d'être efficace dans notre travail. Dernière grande partie que j'aimerais qu'on aborde, c'est la partie assez habituelle dans mes épisodes que j'appelle les défis. J'aimerais comprendre, dans votre cas, quelles sont les grandes problématiques, quels sont les défis que vous avez à la fois en interne à l'intérieur de l'association et aussi dans un deuxième temps en externe de l'association. Si on commence d'abord en interne de l'association, à quoi vous êtes confrontés? Quelles sont vraiment les problématiques principales que vous rencontrez et voilà, sur lesquelles vous travaillez ou vous devez travailler régulièrement, quoi. On peut commencer. Magali? En interne de l'association, moi je voudrais un plus grand équilibre homme-femme. On est à 8% de membres femmes, donc forcément 92% membres se disant hommes. J'aimerais que ça soit la différence soit moins importante, mais j'essaye de pas me plaindre parce qu'à une époque, on était à 6% de femmes, on est passé à 8% depuis que je suis présidente, donc je me dis qu'on est dans le bon sens. J'aimerais aussi qu'il y ait plus d'accessibilité, dans le sens où que tous les logiciels libres soient vraiment accessibles, que les rencontres qu'on organise à nous soient toutes dans des lieux où tout le monde peut venir. Voilà, donc plus de femmes, plus d'accessibilité. Je sais qu'il y en avait un troisième, mais là tout de suite il ne me revient pas, donc je vais laisser la parole à mes collègues. Il y a la question générationnelle aussi, hein. L'April vieillit avec ses membres du conseil d'administration, donc ça aussi c'est un enjeu pour l'April, ça c'est clair. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé forcément de voie à travailler, mais ça fait partie des enjeux du conseil d'administration. Et puis pour le conseil d'administration se pose aussi beaucoup de questions. Ça fait 40 ans que le logiciel libre existe, et depuis 40 ans finalement beaucoup de choses ont évolué. Et il faut pouvoir replacer le logiciel libre dans ces contextes qui ont évolué. Donc l'idée, c'est pas de changer la définition du logiciel libre, parce qu'on peut y être tenté, ce serait un peu trop facile. C'est un peu comme changer les statuts d'une association quand ça nous arrange, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Par contre, il faut bien qu'on prenne conscience des enjeux, des choses qui se passent autour de nous. On a eu des discussions déjà au sein du CA sur des licences à réciprocité, par exemple, qui ne peuvent pas être considérées comme des licences libres, mais qui, d'un certain point de vue, sont des expérimentations, des innovations, donc des communautés dans des scopes, dans des SIC qui expérimentent ce genre de choses. Et il faut que l'April soutienne ces initiatives-là, tout en disant, effectivement, ce ne sont pas des logiciels libres, mais votre initiative est intéressante parce que vous continuez à creuser cette question-là. Et donc, vous vous situez complémentairement à côté, voilà. Parce que on a déjà vu dans ces communautés libristes, certaines personnes qui... quelque part condamne en disant c'est pas du libre. Donc à partir de là, ça condamne complètement le travail, complètement les réflexions. Je pense qu'il faut être plus prudent par rapport à ça. Il faut savoir écouter, regarder, et puis essayer de voir comment on peut être complémentaire de ça, quoi. C'est plutôt une question de posture. Encore une fois, il n'est pas question de changer forcément les 4 libertés du logiciel libre, mais en tout cas de faire complémentarité, quoi, d'intégrer le logiciel libre dans son époque, et ne pas rester sur le logiciel libre de 1985 où il n'y avait pas eu la gratuité de Google dans les années 2010, où il n'y avait pas eu... Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont bougé, donc il faut bien qu'on intègre ça dans notre époque. Donc c'est une réflexion que doit mener le conseil d'administration, et que le conseil d'administration mène, hein, puisque entre nous on a un code qui s'appelle le reboot, voilà, parce qu'il y a déjà eu un reboot, mais on est plutôt dans la phase 2 du reboot, quoi. C'est une des problématiques que j'ai assez vite rencontrées en lançant le podcast, puisque ça m'amène à suivre des personnes certaines qui sont plutôt en train de dire mais oui, mais tout ça c'est pas du logiciel libre, ça sert à rien d'en parler. Et moi à côté qui m'intéresse aussi à ces sujets-là, en se disant mais pourquoi ces gens font ces choix, en sachant pertinemment que ce n'est pas du logiciel libre, ce ne sont pas des licences qu'on considère comme libres, mais pourtant ils font ce choix. Et on peut pas juste dire ces gens-là ils font un choix, mais c'est pas du logiciel libre, ça sert à rien d'en parler. Par contre, je voudrais revenir juste sur la partie générationnelle. Arrivez-vous à attirer des jeunes? Et si oui, ces jeunes, pourquoi viennent-ils? Alors, définis jeune. Non. Parce que pour moi, jeune, c'est toutes les personnes moins âgées que moi, donc ils sont très très nombreuses. Donc pour toi, qu'est-ce que tu appelles jeune? Je sais pas. Tiens, par exemple, des étudiants ou des gens qui sortent d'écoles d'informatique. Parce que là, par exemple, il y a un vrai sujet de la formation du logiciel libre à l'intérieur des écoles d'informatique. Est-ce que nous, quand on était... moi, je me rappelle, quand je suis sorti d'école, je suis assez rapidement tombé dans le logiciel libre. Mais à l'époque, il n'y avait pas les applications. L'environnement était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas de SaaS. Il n'y avait pas la tentation de se dire, je vais faire une app, je vais la mettre sur un store, je vais gagner de l'argent. C'était beaucoup plus facile que l'environnement actuel.
Et donc la question étant de savoir, par exemple, voilà, si je prends l'exemple des étudiants, qui est le vrai sujet, parce que c'est eux l'avenir, en fait. J'ai 2 points pour pour apporter des éléments de réponse à ta question. Alors d'abord, la question des générations dans les associations, c'est une problématique qu'on retrouve à travers toutes les associations finalement. Parce que souvent, les conseils d'administration vieillissent avec les membres qui ont initié le projet, et c'est très très compliqué finalement de mixer générationnellement une instance dirigeante d'une structure associative. Soit finalement c'est la nouvelle équipe qui arrive à mettre dehors l'ancienne, mais bon, la mixité elle est quand même compliquée générationnellement. Ça on le retrouve. Enfin, les sociologues associatifs, je pense, seraient capables de montrer qu'on a du mal à retrouver vraiment une mixité. Et par rapport à la question des étudiants, alors je peux prendre le témoignage concernant le master I2L, qui est le master à Calais, qui invite des étudiants à poursuivre en ingénierie du logiciel libre, en fait. Donc c'est un master qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années, je pense. L'enseignant, alors son nom m'échappe dans l'instant, mais suit ce master-là depuis le début. Et effectivement, il voit bien un changement d'attitude aussi des étudiants. Alors déjà, avant, c'était de la formation continue, hein, les gens venaient vraiment faire le master. Là, maintenant, c'est systématiquement majoritairement de l'alternance. Donc ça change un peu la donne. Et un peu ironiquement, il me disait, mais au début, les enseignants qui intervenaient, ils avaient peur des élèves parce qu'ils étaient plus libristes encore que les enseignants. C'est-à-dire que les élèves reprenaient les enseignants sur les 4 libertés, sur une définition qui aurait été mal ajustée. Et pour être intervenu, moi, ces 2 dernières années sur ce master-là, les étudiants qu'on voit sont très très loin de la question du logiciel libre. Ils ne viennent pas par choix, c'est plutôt pour des questions de proximité, des questions de carrière, des questions... Mais effectivement, il y a un décalage, en tout cas, sur ce master-là. Hein, et je peux surtout pas généraliser, moi, mais... Même pour l'April, finalement, alors qu'on aurait pu penser que c'était facile de recruter, entre guillemets, un administrateur, une administratrice dans ces endroits-là, ça reste très compliqué parce qu'ils n'ont pas la culture libriste sur 2 années, je dis bien. Ouais, moi j'ai envie aussi de répondre, parce que j'aime bien dire que tout est lié, parce que je suis persuadé que tout est lié, et puis je vois et je pense donc du coup que les questions de la problématique de faire venir des jeunes qu'on se pose et qu'on n'a pas de solution clé en main, la question de la parité, je pense qu'elles s'inscrivent aussi quand même dans une même... Enfin, il y a beaucoup de champs communs, en fait, des enjeux communs par rapport à ça. Et je pense que ça va dans le sens... Laurent évoluait l'évolution aussi, l'évolution des contextes politiques, l'évolution sociale, voilà. Et je pense qu'il faut réussir aussi à suivre ça. Et on y arrivera, notamment pour inclure les plus jeunes, c'est en étant un petit peu quand même dans... ne pas tourner le dos aux évolutions et aux attentes. Et je pense notamment, voilà, vous qui évoquiez ce qu'elle appelle, sur quoi elle a très concrètement agi pour défendre une meilleure parité au sein de l'April. Alors je pense que tu disais 8%, je pense que si on regarde que les membres actifs, le pourcentage doit être meilleur, certainement pas à 50, mais meilleur en tout cas. Totalement. Mais ça ne fonctionne que si on met des choses concrètement en œuvre. Sur Libre à vous, par exemple, on se bagarre pour quand des invités viennent, vraiment on insiste, si on essaie de faire en sorte d'avoir un plateau paritaire, on évite autant que possible d'avoir des plateaux que masculins. Bon, avant, on faisait les apéros April. Bon, voilà, on appelle ça rencontre April, à défaut de trouver un meilleur nom, mais pour ne plus mettre en avant côté alcool, qui on peut rebuter des femmes. C'est d'avoir cette vigilance très concrète et je pense qui inscrit l'April aussi, qui montre que l'April a cette vigilance-là et qui fait aussi un peu écho à ce que disait Laurent sur les associations. Si on prend le temps de voir, c'est qu'elles ont leur objet social, c'est pas forcément libre, mais en fait, il y a un lien. De la manière, l'April défend le logiciel libre, mais si on prend 2 secondes pour se rendre compte que notre objet, nous, au-delà du logiciel libre des 4 libertés d'un point de vue juridique, nous on défend une informatique qui soit au service de l'émancipation humaine. Bon, voilà, pour dire les choses de manière très, très rapide. Et ben, ça passe aussi par intégrer dans nos fonctionnements et dans ce qu'on met en œuvre cette vigilance sur la parité, sur comment intégrer la jeunesse, sur l'accessibilité, sur différentes choses. Et du coup, ça apporte aussi, je pense qu'il y a une cohérence de l'April. Moi, c'est ce qui me plaît aussi à l'April, c'est cette cohérence globale par rapport à son objet. On essaie vraiment d'être une association d'émancipation, quoi. Pour finir sur ce sujet-là, une remarque. J'ai souvent des conversations avec un de mes neveux qui a 18 ans, qui va rentrer en école d'informatique, qui a parfois écouté ou est tenté d'écouter certains de mes épisodes et qui me dit « Tonton, ton format, c'est pas fait pour nous. Il y a de l'audio, déjà, tu fais pas de la vidéo. Il faudrait que tu intercales des images, machin, etc. » Et donc, il y a une vraie question de à qui s'adressent, par exemple, mes podcasts. Clairement pas aux personnes de 18 ans, alors qu'en fait, une des choses que j'aimerais, c'est que ça puisse servir, je sais pas moi, de support de cours ou autre chose, mais la réalité, c'est que je pense que le format n'est pas fait pour ça. Et il y a d'autres personnes qui font ça hyper bien. Et je pense en informatique, par exemple, à Micode,
qui est un YouTuber qui fait des choses vraiment pas mal en termes de format, accessible justement pour les gens qui sont plus jeunes. Et de manière plus générale, un autre que je trouve qui fait des choses assez bien en termes de format, qui est Hugo Décrypte, ou qui font des formats qui parlent aux jeunes, quoi. Je veux dire, et pas qu'aux jeunes. Même moi, ça m'arrive d'écouter pour m'informer, quoi. Et donc, il y a un sujet de à qui on veut parler, quoi. La manière dont on le fait. Enfin, je sais que pour moi, par exemple, mon format, il attire pas les jeunes, c'est clair. C'est des formats de 1 heure, 1 heure et demie. C'est que de l'audio, avec une transcription. C'est pas sur YouTube. Il y a pas de short, vidéo. Enfin, c'est clair que c'est pas ça, quoi. Et donc, il y a certainement un travail sur la manière dont on communique qui est bien pour nos générations, quoi. Mais pour les jeunes, est-ce que c'est adapté ? Je me pose des questions. Donc on entend la recommandation au CA de prendre contact peut-être avec des youtubeurs comme ça pour se faire inviter. Non, je dis pas de... Non, je dis pas ça. Non, après tout. Je dis pas ça, mais moi, par exemple, je me pose certaines questions de faire certains formats de manière différente, ou de reprendre certains épisodes et de les retravailler sur un format différent, pour qu'ils parlent plus à des gens. Parce que les gens, ils vont plutôt sur d'autres plateformes, ils vont voir des lives, ils vont voir d'autres choses que les formats qu'on fait, quoi. Mais je pense que c'est les interrogations qu'on se pose aussi, ouais. Sans avoir trouvé encore la solution magique, mais on fait ce qu'on peut aussi par rapport à nos capacités. C'est un peu pourquoi d'ailleurs on s'est lancé dans Libre à vous, c'était pour toucher d'autres publics, c'était pas qu'une question de jeune ou pas jeune, mais parce que c'est aussi une émission sur la bande FM, c'est pas un podcast, donc ça permet potentiellement de toucher des gens qui sont loin de nos premiers cercles, et ça c'est, je pense, très compliqué, ouais. Après, les jeunes, ils sont pas forcément à l'April. Je pense que pour venir s'investir dans l'April, il faut avoir cette envie de changer les choses, dans le sens où faire du plaidoyer politique, ça fait peur. Faire des conférences, ça fait peur. Et faut avoir une sacrée confiance en soi pour investir du temps dans l'April, chose qu'ont pas forcément les jeunes étudiants. Quand je parle avec mon apprenti qui a 21 ans... Pas forcément d'accord, mais j'interviens. Ouais. Quand je parle avec mon apprenti qui a 21 ans, elle va s'investir dans le sens où elle va utiliser plein de logiciels libres à la place des logiciels privateurs. Elle va dire « Ah, c'est trop cool », elle va aller en parler à ses copines, elle va aller faire de la propagande, comme elle dit, alors que moi, je préfère dire le mot plaidoyer. Mais aller agir au niveau des politiques, elle se sent pas du tout légitime. Aller donner des conférences et donner son avis, pareil, ça... Voilà, elle n'est pas légitime à ça, elle préfère que des gens expérimentés, experts le fassent. Et donc, quand elle a des demandes de ses copines, elle vient me regarder, elle me fait des yeux doux et j'essaie d'expliquer avec des mots simples. Donc, c'est vrai que l'April a été fondée par des étudiants, mais après, je suis pas sûre que c'était la cible de l'April au fur et à mesure des années. Et puis après, on finit. Bon, même si je pense qu'on pourrait espérer que les étudiants et les étudiantes se mobilisent davantage politiquement, je pense que ceux et celles qui le font sur d'autres sujets plus préoccupants en direct, lutte des classes, lutte écologique, lutte féministe, et avec d'autres modes d'action. C'est peut-être aussi, on a des modes d'action entre guillemets vieillissants, mais je pense qu'ils continuent à être pertinents parce que je pense qu'ils continuent à produire des effets, mais c'est pas des modes d'action qui peut-être correspondent aux envies, me semble-t-il. Moi-même non plus étudiant depuis un CADOP depuis quelques années maintenant. Donc je pense qu'il y a peut-être là aussi la limite. C'est pas les mêmes sujets, c'est pas forcément en termes de mode d'action ce que veut l'étudiant. Après, moi, si tous les étudiants se mobilisaient sur d'autres sujets et pas du tout sur les logiciels libres, moi, s'ils sont tous mobilisés sur les questions de lutte écologique, etc., j'en serais ravi d'ailleurs. Et puis c'est un parcours aussi, c'est-à-dire qu'on se construit. Essayons de projeter un étudiant qui sort qui est en pleine construction encore, qui est projeté dans un conseil d'administration qui s'occupe du budget, qui s'occupe de la gestion des locaux, machin. Bon, il faut consolider un peu ses compétences, ses connaissances pour appréhender la construction d'un budget, etc. Donc il y a aussi tout un parcours, il y a un décalage finalement dans le parcours. Donc c'est juste qu'ils sont pas encore prêts. Et puis je fais aussi la distinction. Là, je compare avec les maisons des jeunes de la culture, mais on identifie 2 phases. Il y a la phase de création du projet, où là, c'est pour des jeunes, c'est génial la création d'un projet. Et la phase après, où une fois que le projet est installé, on passe dans une phase de gestion. Et ça, c'est souvent un peu plus chiant, quoi. Soyons clairs, hein, je dis un gros mot, mais voilà. Et donc, voilà, c'est tous ces facteurs-là qui font qu'à un moment donné, c'est pas simple de réussir une mixité générationnelle, quoi. On arrive sur la fin de l'émission. On va parler des défis externes avant de se quitter. Quels sont justement les défis vis-à-vis de l'environnement extérieur à l'April ? En fait, là, j'ai pas pensé avant, peut-être un défi, mais dans lequel l'April veut essayer de s'inscrire, mais en fait, elle le fait déjà sans que ce soit sa cible, c'est les questions effectivement écologiques. Donc voilà, on a essayé de produire une position pour rappeler effectivement, de mettre en lien le fait que le logiciel libre poursuit un enjeu d'émancipation, qu'il n'y a pas d'émancipation dans une planète qui meurt, faut dire, enfin voilà, dans un environnement qui n'est plus habitable.
Donc on s'inscrit, voilà, je pense que défendre le logiciel libre, il faut que ça s'inscrit dans les défis plus globaux. Et puis en fait, on a déjà parlé, c'est le défi d'avoir les moyens de notre action, donc notamment les moyens financiers, quoi. Je pense que comme beaucoup d'actions, comme beaucoup d'associations, c'est un peu au centre des défis, quoi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, puis c'est la question finalement démocratique. En fait, on arrive à une période où des entreprises finalement ont plus de pouvoir que certains pays et finalement des difficultés. Notre enjeu, il est là. On est obligé de s'allier finalement à des gens qui défendent la démocratie pour pouvoir remettre le pouvoir où il doit être. Parce que là, finalement, ça a glissé, mais à un niveau comme on n'a jamais vu, quoi. On revient sur Microsoft parce que c'est vrai que c'est un des premiers combats de l'April aussi, mais finalement, c'est une entreprise qui réussit à vendre des choses aux gens sans que les gens sachent combien ça coûte, sans même savoir qu'ils l'achètent. La licence Windows quand on achète un ordinateur. Enfin, quelle autre entreprise au monde a réussi à faire ça? À des échelles, mais en termes de nombre, qui est juste colossal, quoi, qui leur permet d'asseoir de l'argent et donc un pouvoir colossal auprès de la Commission européenne, etc., quoi. Donc l'enjeu, il est aussi pour moi, enfin, indirectement, il est là, quoi. On doit s'allier pour défendre ces enjeux-là, quoi. Magali? Pour moi, les défis externes, c'est d'arriver à faire comprendre aux élus et aux décisionnaires que, priorité au logiciel libre, quoi. Retrouvons notre indépendance, refaisons du local, faisons travailler nos entreprises à nous et arrêtons de gâcher du matériel qui fonctionne encore sous prétexte qu'il est plus compatible avec un logiciel ou une distribution d'une entreprise américaine. Voilà, donc... C'est l'heure de faire la conclusion. Je vais vous laisser passer chacun la parole pour vous donner un mot de la fin. Si vous voulez faire passer une idée, une envie, un message avant qu'on se quitte. Magali, honneur à toi. J'aurais bien voulu savoir ce que les copains allaient dire. Bon, je peux commencer. Vas-y, si tu veux. Elle saura faire une belle conclusion en tant que on laissera le mot de la fin à la présidente. Ah, le mot de la fin. À la présidente. Non, moi j'avais en tête de dire un truc que j'aime bien dire quand je fais une conf notamment, et qu'en fait je pense qui a été évoqué en début, c'est que c'est pas un problème d'informaticien, d'informaticienne, presque au contraire. En gros, l'informatique est omniprésente. Je pense, j'ai pas besoin d'en convaincre qui que ce soit maintenant. Et donc, nos libertés, nos interactions avec l'administration, nos interactions avec les autres, notre vie, en fait, dépend largement des outils informatiques. Et donc, la question, c'est qui maîtrise ces outils? Donc, finalement, le logiciel libre, d'abord, c'est la question de la maîtrise et d'être en mesure d'interagir avec les machines, de décider. Mais tout le monde n'a pas cette capacité, en fait. Et si on prend du recul et qu'on regarde ça dans un champ plus large, c'est comment s'assurer, parce qu'il y a la question de la maîtrise, mais qui décide comment fonctionnent ces outils-là? Et donc l'enjeu de la transparence, c'est-à-dire que la Microsoft décide comment tout un pan de l'informatique fonctionne, sauf que ça se passe de manière opaque. On ne sait pas comment ils codent. Pour illustrer mieux mon propos, parce que en fait, je prends pas le chemin intellectuel que j'avais. Je prends pas le chemin le plus rapide. Hein, non, je prends le parallèle, c'est-à-dire le parallèle avec les lois, le fonctionnement dans une démocratie. Les lois, il y a un certain nombre de procédures qui font qu'elles sont votées en transparence. Et pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'on sache comment sont votées les lois, qu'on puisse y accéder. Si c'était que tout le monde n'a pas, ça demande une certaine formation pour être capable de comprendre comment fonctionnent les procédures, de comprendre, de savoir lire une loi. Dire que les lois, c'est écrit en français, mais c'est compliqué à lire quand même. Et c'est compliqué d'aller écrire pour proposer des choses. On n'a pas besoin pour que ce soit une démocratie que tout le monde sache écrire et lire des lois et comprenne ça tout de suite. L'important, c'est que ce soit transparent et que quiconque souhaite lire et se former pour comprendre et pouvoir contribuer soit en mesure de le faire. Et même si je choisis, par exemple, le code, moi, je sais pas vraiment lire du code et je sais pas forcément, mais le fait que je sache, et c'est comme pour les lois, que d'autres personnes, que n'importe qui peut le faire, c'est ça qui me donne les conditions d'une confiance nécessaire pour pouvoir agir. Donc le logiciel libre en ça, c'est pas tant pour d'abord les informations. Je pense que c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas ces compétences-là. Ça les protège d'une possible mainmise des experts. Et on veut pas un régime des experts, on veut une démocratie, voilà, qui est la condition. Donc le logiciel libre, c'est avant tout, en fait, pour les personnes qui n'ont pas l'expertise pour leur défendre leur liberté. Oui, moi je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je trouve ça extrêmement important, cette question de prendre le temps d'expliquer les enjeux. Encore une fois, ça va être une clé pour pouvoir avancer. Et peut-être de manière un peu concomitante, c'est faire intervenir des tiers. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup vu des gens au sein d'une structure qui n'arrêtent pas de dire « mais il faut qu'on change, il faut qu'on change de logiciel, il faut qu'on aille vers du logiciel libre, etc. » Mais à force, ils sont plus entendus. Ils sont dans la structure, ils sont plus entendus. Et le jour où on fait venir quelqu'un de l'extérieur qui dit exactement la même chose, là, les gens, ils ouvrent des grands yeux en disant « ah, mais en fait, il arrêtait pas de nous le dire. » Et là, ça change complètement la donne. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on joue des alliances entre toutes les structures de l'écosystème libriste pour qu'on puisse être en capacité justement de faire intervenir, d'échanger, de se rendre des services pour pouvoir ouvrir cette capacité-là. Parce que franchement, je trouve que ça change la donne. Voilà. Magali.
Alors, on part toujours des 4 libertés du logiciel libre, comme quoi le logiciel est libre, ainsi de suite. Mais moi, j'ai toujours l'impression que le logiciel libre me libérait moi-même, puisqu'il me permettait de faire ce que je voulais avec mes logiciels. Donc, j'aurais tendance à vous demander à tous qui nous écoutez, à tous et à toutes, libérez-vous et aidez-nous à libérer les autres. Quelle belle conclusion. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, à part que j'espère que ça vous a plu, que je remercie mes 3 invités, plus Fred qui a la régie. Et Merci à toi de nous avoir invités. Nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Une des choses que j'essaye de faire avec le podcast, c'est d'écrire un peu notre écosystème et de voir un peu comment tout le monde interagit les uns avec les autres. Donc là, c'était vraiment parfait aujourd'hui. On a bien abordé ça. Et pour les auditrices et les auditeurs, si ça vous a plu, le plus simple, c'est de partager ces épisodes. Et le plus simple, vous pouvez les commenter aussi. Vous pouvez aller sur Mastodon, sur le site de projet-libre.org, ou dans la page Nous suivre. Vous allez voir tous les liens pour nous suivre sur les différents réseaux et sur les différents comptes Mastodon de l'émission, du podcast et du blog. Donc n'hésitez pas à repartager, à commenter. N'hésitez pas à adhérer à l'April. N'hésitez pas à parler de toutes ces problématiques-là. Et on va vous retrouver dans quelques temps pour un 3e épisode avec d'autres membres de l'April sur d'autres sujets connexes dont on a un tout petit peu parlé aujourd'hui. Eh bien, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci. Merci Walid. Merci.